Amiral, vous êtes le chef d'état-major de la Marine nationale. Est-ce que nous assistons à une remilitarisation de la haute mer? Très clairement. Très clairement, on assiste à une remilitarisation à la fois de grandes puissances, de nouvelles grandes puissances, comme la Chine, comme la Russie. La Chine a construit au cours des 4 dernières années l'équivalent de la Marine nationale, en nombre de bateaux, en tonnage. La Russie a investi massivement dans ses capacités de bâtiments qui tirent des missiles, dans ses capacités sous-marines, et pour atteindre aujourd'hui un niveau d'efficacité tout à fait exceptionnel. Mais ce ne sont pas les seules puissances qui investissent dans l'outil maritime, dans l'outil naval. D'autres puissances régionales, l'Australie, l'Inde, le Japon, investissent également dans ces outils océaniques de puissance. On dit souvent que la mondialisation, la globalisation, c'est d'abord une maritimisation. Mais en même temps, et on utilise beaucoup de mots en ion, il y a cette territorialisation des océans qui va un peu contre l'idée de la globalisation. Qu'est-ce que c'est que cette territorialisation des océans? Qu'est-ce que ça signifie? Moins de liberté d'accès, plus de problèmes juridiques? Qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, vous mettez le doigt sur un paradoxe très juste. D'un côté, une augmentation considérable des échanges qui demandent une liberté de circulation. Échange des produits manufacturés, échange d'énergie. 90% de notre économie repose sur les échanges maritimes. Échange numérique. 99% des liens numériques par Internet passent par des câbles sous-marins. Ça, c'est ce qu'on appelle les espaces communs, ce qui est à la disposition de l'ensemble de l'humanité. Et pour augmenter les échanges, c'est la mondialisation qui est une maritimisation. De l'autre côté, l'accès aux ressources halieutiques, l'accès aux ressources... Halieutiques, c'est-à-dire à la pêche. À la pêche. L'accès aux ressources énergétiques, le gaz, le pétrole qui peut se trouver dans le fond marin et qui, là, induit un mouvement inverse qui est la mise en place de frontières. Voilà. Et un exemple particulier et dont on entend souvent parler en ce moment, c'est le mouvement qui se déroule aujourd'hui en mer de Chine méridionale avec une revendication de plusieurs États d'eau territoriale, d'eau qui serait intérieure à ces États, en contradiction avec la règle du droit maritime international de la liberté de circulation. À quoi ça sert d'avoir une marine quand on est un dirigeant politique? Simplement, on voit bien qu'on ne fait plus la guerre navale tous les jours. À quoi ça sert d'avoir ces bateaux au-delà de la sécurité de nos côtes et du secours en mer des réfugiés, par exemple, en Méditerranée? À quoi ça sert au président de la République ou au chef des armées? Ça sert à protéger le pays, ça sert à protéger nos voies d'approvisionnement, sans lesquelles notre économie s'arrête. Ça sert à intervenir quand notre sol est frappé par exemple, des mouvements terroristes dont la base est à des milliers de kilomètres. On peut aller les frapper avec un outil, avec des bateaux, avec des porte-avions. Ça sert à mettre en œuvre la dissuasion nucléaire. Et de manière générale, l'outil naval est un outil qui permet une grande souplesse dans la manière dont est transmis le message politique. En mer, pas de médias. En mer, pas de population. En mer, pas de frontières. En mer, pas de terrain à défendre. Et donc, la posture des uns ou des autres, l'agressivité s'exprime de manière beaucoup plus directe, sur un spectre beaucoup plus large que ce que nous voyons sur les espaces terrestres. Donc plus de souplesse, c'est le grand avantage d'avoir, pour un politique, d'avoir une marine à sa main. Plus de puissance quand il s'agit de frapper, plus d'endurance quand il s'agit de comprendre, d'écouter, de suivre ce qui se passe sur un théâtre, et plus de souplesse quand il s'agit d'adapter la posture militaire à la volonté politique. Une dernière question, amiral, d'un tout autre ordre.
On sait que récemment, 4 femmes ont embarqué pour une patrouille à bord d'un sous-marin nucléaire. La place des femmes dans la marine, vous souhaitez qu'il y en ait plus? Je souhaite que d'ici 2030, on augmente de 50% le nombre de femmes dans la marine, qu'on passe grosso modo de 5000 femmes dans la marine à 7500. Un des défis principaux de la marine, c'est celui de la compétence. Avoir sur nos bateaux, sur nos sous-marins, les marins les plus compétents. Cette bataille des compétences, il faut que je commence par la livrer en augmentant mes viviers de recrutement. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, dans la marine, on est à environ 15% de femmes. Ce chiffre n'évolue pas, ce qui signifie que nous manquons de dynamisme dans l'ouverture de nos viviers de recrutement. C'est la raison pour laquelle je veux, et c'est un des axes de mon plan stratégique, augmenter de 50% le nombre de femmes.